Il est 7h45 sur Europe 1 et on s'interroge ce matin sur notre rapport au travail. Après une nouvelle semaine de manifestations, j'en parlais à l'instant, manifestations tendues et violentes contre la loi El Khomri. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Vous avez étudié largement la place du travail dans notre société au Conseil économique et social et vous dirigez aujourd'hui l'Institut supérieur du travail. Alors on va parler de toutes ces revendications plus ou moins corporatistes, mais je voudrais qu'on commence cette interview avec un sondage un peu déstabilisant, je dirais. Puisque selon une enquête IFOP pour le Pèlerin, publiée cette semaine, 75% des Français sont heureux au travail. Alors quand on voit tout ce bazar, comment on peut comprendre ce lien si fort? Mais parce que le travail n'est pas simplement une source de revenus, c'est aussi une source d'épanouissement. Le travail relie les personnes entre elles. Le travail est aussi, et c'est une dimension importante, un acte de création. Hmm. Donc le travail n'est pas simplement à voir sous son approche financière, économique. Bien sûr, il y a le job, il y a le boulot, il y a la galère, il y a les horaires difficiles, il y a le salaire qui n'est pas suffisant, mais il y a une dimension beaucoup plus profonde au travail qui fait d'ailleurs qu'un chômeur est une personne beaucoup plus malheureuse qu'un homme au travail ou une femme au travail, tout simplement parce qu'il n'y a pas que l'aspect économique et financier. C'est pour ça pour vous que cette loi El Khomri, elle cristallise autant les passions et qu'elle radicalise même ce mouvement aujourd'hui? C'est une autre approche. La loi El Khomri essaye de réguler de façon plus heureuse le marché du travail en donnant à la fois de la flexibilité, de la souplesse aux entreprises et de la sécurité aux salariés. C'est une adéquation difficile à opérer, on le voit dans les débats qui ont lieu en ce moment. Alors on en parlera à 8h20 avec notre invité des Républicains, hein. La droite qui pouvait trouver de l'espoir dans cette loi ne votera pas pour cette loi qui est présentée dès mardi à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire avec vous, Bernard Vivier, vous qui étudiez encore une fois les codes du travail aussi, que cette loi El Khomri, elle a été victime de peut-être de son empreinte libérale, de caricature en tout cas, qui entache définitivement son sens aujourd'hui et qui la vide finalement de son objet? Non, la loi n'est pas libérale ou collectiviste. La loi, elle est très réaliste. Et si la droite ne vote pas cette loi, c'est assez curieux, paradoxal, Mhm. même, disons-le, cocasse, mais c'est un peu la nature d'une opposition sous tout système politique que nous vivons, de s'opposer, quel que soit le contenu. Objectivement, la droite pourrait voter cette loi. C'est une loi qui organise mieux le marché du travail. Est-elle suffisamment active, comme ailleurs dans les autres pays européens? Probablement non, mais ne rêvons pas l'idéal pour bâtir ce concret. Aujourd'hui, nous avons une loi qui est une loi très discutée, très partagée. Le monde syndical est cassé en deux. Il y a un bloc qui la refuse en entier et un autre bloc qui en accepte le principe et qui veut en améliorer les contenus. Ouais, enfin, surtaxer les CDD, d'aucuns diront que ce n'était pas de nature à assouplir justement le marché du travail. Oui, c'est exact et c'est un peu curieux. Le rapporteur de la loi, d'ailleurs, a pu dire, ben, il y a un an, on me demandait d'encourager le développement des CDD. Tout à Aujourd'hui, fait. on me demande de les taxer. Donc c'est vrai, mais ça, c'est le va-et-vient de la politique et le ministre du Travail, Myriam El Khomri, a un rôle très difficile. Elle doit tenir les deux bouts dans ces deux blocs syndicaux qui s'opposent Mhm. et elle a finalement hâte que le 24 mai prochain, ça passe à l'Assemblée nationale et qu'on n'en parle pas à l'été prochain. Bernard Vivier, vous dirigez l'Institut supérieur du travail et on va reprendre la genèse avec vous de cette contestation de la loi El Khomri. Ça remonte au 4 mars, une pétition en ligne, 1 million de signataires pour demander son retrait. C'est inédit comme mouvement, tout comme la mobilisation qui en a découlé depuis un mois. C'est le mouvement Nuit debout. Quelle légitimité ont pour vous les jeunes dans l'histoire, lycéens, étudiants, pour peser autant dans le débat alors qu'ils ne sont pas concernés par ce projet de loi? Parce que, assez curieusement, cette loi qui concerne le monde du travail déjà établi, Hmm. ou le monde des chômeurs qui cherchent à entrer dans le monde du travail, a révélé un problème beaucoup plus large, sans faire de grands mots, un problème de société qui est le problème de l'insertion des jeunes dans la vie au travail. Et les problèmes des jeunes ne sont pas des problèmes de salaire ou de durée du travail, ce sont des problèmes de logement, ce sont des problèmes de formation, ce sont des problèmes liés au risque de déclassification, de déqualification. Et donc nous avons aujourd'hui un phénomène qui émerge qui ne peut pas se réduire uniquement au mouvement étudiant. Les étudiants ne sont pas toute la jeunesse française, de la même façon que Nuit debout Bien sûr. n'exprime pas tout le mouvement social dans notre pays. Mais cette situation s'est révélée à l'occasion de la loi El Khomri. Justement, j'aimerais avoir votre lecture sur ce mouvement Nuit debout, parce que, qui essaime un petit peu partout d'ailleurs sur les grandes places de France, on y lit l'envie de la convergence des luttes, justement un peu transgénérationnelles et transluttes. Il vous fait penser à quoi ce mouvement, 1936, 1968 ou quelque chose qui n'existe pas?
Non, pas du tout. Cette idée d'une convergence des luttes est probablement une fausse analyse de la situation. Nous avons C'est comme ça qu'il se présente en tout cas, hein. Oui, c'est comme cela qu'il se présente, c'est comme cela que les opposants à la loi El Khomri voudraient évidemment bâtir le Oui. dispositif, faire en sorte que leur opposition à la loi El Khomri soit nourrie de ces mouvements extérieurs au mouvement syndical, mais il est des convergences de lutte. Par exemple, les intermittents du spectacle et la CGT, bien évidemment, Mmh. sont très liés, mais les phénomènes de Nuit debout et les mouvements syndicaux sont tout à fait différents. Et le mouvement Nuit debout, c'est un mouvement qui n'est pas structuré volontairement, qui est très sociétal, qui n'est pas lié au monde du travail proprement dit, et c'est un mouvement qui, comme tous les mouvements qui l'ont précédé, pensons aux indignés il y a déjà Oui, quelques années, oui. va très certainement s'épuiser Ça veut et dire peut-être renaître d'une autre façon ailleurs. ça veut dire pour vous que ça exclut, de fait, le risque d'une explosion sociale à proprement parler? Alors, on ne peut jamais dire jamais, surtout avec les mouvements de jeunesse, mais là, dans la situation actuelle, nous ne voyons pas une convergence des luttes entre Nuit debout et le mouvement syndical. Mmh. Vous savez, la semaine dernière, il y avait le congrès de la CGT. Au congrès de la CGT, on a très, très, très peu parlé de Nuit debout. Bernard Vivier, il y a un sondage à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, en cette veille de 1er mai, qui est une date évidemment symbolique pour les grandes luttes ouvrières, où les syndicats font pas le figure. Pour 7 Français sur 10, ils sont inefficaces, les syndicats. Alors c'est pas nouveau, hein, on le dit régulièrement, mais ajoutez à cela qu'ils ne croient pas non plus aux partis politiques, les Français. Quelle est l'organisation aujourd'hui qui fait sens pour redonner du sens aussi à la valeur travail? Les sondages se succèdent et sont toujours dans le même sens, c'est-à-dire Mmh. effectivement les corps intermédiaires, les syndicats, les partis sont très critiqués. Par contre, c'est assez curieux, d'autres sondages l'ont indiqué il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, la famille, l'entreprise aussi est assez bien vue. Mais regardons bien l'ensemble du sondage. Oui, les syndicats sont critiqués, mais quand la question suivante est posée, alors on les supprime. Réponse non, parce qu'ils servent à quelque chose. Autrement dit, les syndicats sont critiqués non pas en tant que syndicat, mais en tant que structure n'apportant pas ou n'apportant plus ou n'apportant pas encore les services qui sont attendus d'eux. Donc reconversion, en tout cas, idée de reconversion en germe. Bernard Vivier, dernier mot sur le 1er mai, fête du travail demain, journée syndicale et politique s'il en est. Que peut-il se jouer pour vous demain dimanche dans les rues de France? Du muguet qui sera vendu, mais guère plus, Mmh. c'est-à-dire que le 1er mai est devenu un rite sans grande efficacité, les défilés se raréfient, sont de moins en moins nombreux et du reste certaines organisations syndicales abandonnent progressivement les défilés pour des rencontres, des colloques, des débats. Le 1er mai a une valeur symbolique toujours importante, c'est la fête du travail et c'est important surtout quand on a 3,5 millions de chômeurs. Donc vous êtes moins inquiet en tout cas que certains sur la potentielle explosion et les débordements qui pourraient s'aimer dans ces cortèges. Tout à fait. Merci Bernard Vivier, directeur aujourd'hui de l'Institut supérieur du travail. Merci de vous être exprimé sur l'antenne d'Europe 1. On fait une petite pause. Dans 2 minutes, l'œil d'Hervé Chabalier. Le Brésil en crise, qui n'a pas la tête aux Jeux Olympiques et pourtant on est à moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture.